Donc, rebonjour. J'ai commencé ce matin et je vais terminer. J'espère que vous n'êtes pas très fatigués. En tout cas, ça va être beaucoup de révision, je pense, puisque vous avez fait l'essentiel sur l'asthme et on vous a un peu familiarisé avec les termes et les différentes présentations cliniques. Alors, de quoi on va parler? Est-ce que quand on parle d'asthme non contrôlé, est-ce que finalement on arrive à pouvoir le contrôler? Est-ce qu'il est contrôlable? Est-ce que quand on parle d'un asthme non contrôlé, c'est un asthme qui est difficile à contrôler seulement, mais que finalement on pourra arriver à le contrôler? Ou bien il s'agit d'un asthme non contrôlé qu'on n'arrive pas du tout à contrôler? Voilà les situations cliniques dans lesquelles on va se retrouver. Alors, le contrôle, Salma vient de vous en parler, je viens de l'écouter. C'est les recommandations GINA sur le contrôle de l'asthme. Maintenant, il est admis qu'on essaye de voir sur les 4 dernières semaines si l'enfant a eu une gêne diurne, gêne nocturne, s'il a eu recours à 2 courtes durées d'action, s'il a une limitation de l'activité. Et en conséquence, on va voir est-ce qu'il est très bien contrôlé ou partiellement contrôlé quand 1 ou 2 items ne sont pas bons ou non contrôlés du tout quand 3 ou 4 items ne sont pas bons. Il y a aussi ce test de contrôle de l'asthme qu'on peut délivrer à l'enfant ou à sa maman avec lui pour pouvoir répondre aux différentes questions et faire un score total qui va nous permettre de voir où se retrouve l'enfant par rapport à son contrôle. Et quand il a un score inférieur à 20, c'est un asthme qui n'est pas contrôlé. Alors, je commence par l'asthme qui n'est pas contrôlé, mais qui est contrôlable. Et c'est la situation qui est la plus fréquente. Salma vient de vous parler de l'observance qui peut ne pas être bonne, ou bien l'acheminement du médicament qui n'est pas bien approprié parce que l'enfant n'utilise pas la chambre d'inhalation ou bien ne sait pas utiliser correctement le spray ou également les dispositifs de poudre sèche. Ou bien parce qu'il y a des comorbidités ou un environnement qui est complètement défectueux. Concernant l'observance, c'est surtout les adolescents qui sont les moins observants. Parce que les tout petits, il y a quand même la maman, et quand elle est bien éduquée et qu'elle a envie que son enfant soit bien contrôlé, qu'elle a des objectifs clairs en tête, on arrive à la faire adhérer correctement au traitement. Mais dès que l'enfant grandit et que la maman commence à le laisser faire tout seul parce qu'il a grandi, tous les ennuis peuvent commencer par là. Mais l'adolescent, en plus, il va refuser son traitement, il a grandi, il ne veut pas être malade, il a un comportement de risque et finalement, on se retrouve avec un enfant qui est très mal contrôlé et en conséquence peut faire des exacerbations sévères et peut en mourir. Donc, les facteurs de risque de non-observance ont été étudiés dans cette étude, certes ancienne, mais qui est informative, sur 1199 enfants, qui 16% d'entre eux n'étaient pas adhérents. Et quand on a essayé de voir plus clair, on a vu que quand on donnait plus d'un traitement par jour et plus d'une prise, eh bien, l'adhérence va devenir défectueuse. C'est pour ça qu'actuellement, on est vers des nouvelles thérapeutiques où on utilise le traitement une seule fois dans la journée. Mais bon, bien sûr, tous ces traitements ont concerné essentiellement l'adulte et j'espère qu'ils seront aussi et concerneront l'enfant. Ils ne sont pas tous encore disponibles en Tunisie, non pas là et même pour l'enfant. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on donne plusieurs fois dans la journée, plusieurs traitements, et bien évidemment, il va y avoir une moins bonne adhérence et une morbidité de l'asthme qui est plus importante. Il y a également les parents qui s'y mettent aussi parce qu'ils ont peur des corticoïdes, c'est la corticophobie, et 48,5% d'entre eux ont très peur des effets secondaires.
Et puis, il y a les parents qui ne comprennent pas que l'asthme, c'est une maladie chronique, c'est une maladie de toute une vie, et qu'ils pensent que c'est une petite angine qui va être traitée. Ils arrêtent très rapidement le traitement. Et ils vont voir plusieurs médecins également. Il y a un vagabondage qui peut également être important. Alors, en dehors de l'observance, il y a la technique inhalatoire. Et à mon sens, c'est la chose qui fait le plus échouer le traitement de fond et ne pas aboutir au contrôle, c'est la technique inhalatoire. À partir du moment où vous trouvez un enfant en consultation qui revient et dit, voilà, mon enfant a fait plusieurs épisodes d'exacerbation, reçu plusieurs fois les bêta-2, a été aux urgences, sachez que la chambre d'inhalation est pas très bien utilisée. Donc, voilà, comme l'a dit Salma, d'abord, on explique comment faire, et puis, chaque consultation, on revoit le malade et on lui dit de refaire le geste devant nous. Il faudrait pour cela qu'ils amènent leur chambre d'inhalation, ce n'est pas tout le temps le cas, et comme a dit Salma aussi, des fois, la chambre est dans un état lamentable, catastrophique. Et donc, ne négligez pas cette petite chose qui semble vraiment qui coule de source et qui pourtant amène au plus mauvais contrôle quand elle n'est pas bien faite. Et les médicaments peuvent alors s'impacter quand il y a la chambre d'inhalation qui n'est pas bien faite ou quand ils sont sur les sprays ou les poudres, le médicament peut se déposer au niveau de la langue, au niveau de la gorge et la trachée. Ils n'aboutissent pas à l'endroit où on voudrait qu'ils soient acheminés. Les comorbidités, on en a parlé tout à l'heure, j'en reparle, et je vais en parler essentiellement de la rhinite, qui est la plus importante. Puis il y a l'obésité, le stress et également un petit peu du reflux. J'en ai parlé un peu ce matin. Je vais vous faire encore un speech sur le reflux. Et puis, l'environnement, bien sûr, le tabac, on n'en parle jamais assez parce qu'en Tunisie, il est banalisé. Les parents ne se sentent pas coupables du tout face au tabagisme passif. Et bien sûr, il y a beaucoup d'expositions allergéniques et les infections virales qui exacerbent. Alors, le reflux est souvent associé à l'asthme, particulièrement à l'asthme sévère, et favorise, pérennise et aggrave l'hyperréactivité bronchique. Alors, le problème du matin, comme je vous ai dit, quel est le degré d'incrimination du reflux dans l'absence du contrôle d'un asthme? Et je vous ai dit que vaut mieux traiter l'asthme et le reflux va s'améliorer. Mais quand on a un asthme sévère qui n'arrive pas à être contrôlé, alors à ce moment-là, la question de mettre au moins pour 2 à 3 mois un traitement anti-reflux pourrait se justifier. Maintenant, la rhinite, souvent associée, rhinite, rhinosinusite, mais surtout rhinite associée à l'asthme, qui aggrave la morbidité. Et donc, ces enfants peuvent rapporter le prurite, les éternuements, l'obstruction nasale. Les parents peuvent parler de ronflement nocturne, mais des fois, ils ne rapportent rien du tout et c'est la recherche systématique d'une rhinite allergique qui doit être un réflexe chez tout pédiatre allergologue. Donc, on doit voir si l'enfant présente une obstruction nasale pour la prendre en charge parce que quand la rhinite allergique s'associe à l'asthme, c'est un mauvais contrôle et une source d'hospitalisation de ces enfants asthmatiques. L'exposition aussi aux allergènes, il ne faut pas la négliger. Et des fois, cet enfant vit dans un endroit complètement insalubre parce qu'il est exposé aux moisissures à l'intérieur, à l'extérieur bien sûr aussi. Il y a l'alternaria, qui est une moisissure d'extérieur. Il y a également les blattes. Et puis, il y a les allergies alimentaires qui peuvent se surajouter. Le tabac, comme je vous ai dit, il faudra essayer de l'enlever chez le père. Il négocie
Voilà, il ne fume qu'à la cuisine, il sort sur le balcon. Et souvent, l'enfant, lui, est collé, et donc c'est très difficile de déculpabiliser quand il y a un tabac passif chez le papa, essentiellement. Et puis, l'adolescent lui-même commence à toucher au tabac, et donc il aggrave bien sûr son asthme. Les infections virales, ce sont elles qui font exacerber les asthmatiques. Et donc, est-ce qu'il faut faire le vaccin systématique de la grippe? En tout cas, c'est à voir. Et ce que je peux vous dire, puisqu'on en parle et on est dans l'actualité du Covid actuellement, c'est que les enfants asthmatiques n'ont pas beaucoup souffert de l'infection Covid. Et que, alors, il y a des hypothèses. Soit, on a vu en tout cas qu'adultes et enfants ont réagi de la même manière que la population générale à l'infection Covid. Ils n'ont pas été des facteurs de risque, l'asthme n'a pas été un facteur de risque particulier. Et d'autre part, ces enfants, d'une part, n'ont pas beaucoup été atteints par le Covid, mais par ailleurs, le fait de les contaminer, de les confiner au domicile, le fait qu'ils portent des masques, ont fait que la circulation des virus n'a pas été très importante. L'obésité, c'est embêtant. Quand vous avez un enfant obèse qu'on n'arrive pas à bien contrôler, il faudra savoir changer de thérapeutique et viser une inflammation autre qu'éosinophilique, parce que pour pouvoir faire baisser le poids par une prise en charge diététique, c'est très difficile. On va le faire, bien entendu, on va leur conseiller, mais des fois, c'est très difficile à atteindre. Et il y a d'autres thérapeutiques qu'on peut leur proposer, notamment les anti-leucotriènes. Les facteurs émotionnels, ils existent. Ils peuvent être aigus parce que l'enfant a eu un divorce ou un décès récent, mais ils peuvent être également chroniques et il faudra savoir les suivre sur le plan psychologique. Alors, pour résumer cette première partie, on a un asthme de contrôle difficile, mais si on arrive à contrôler l'observance, améliorer l'observance, traiter les comorbidités, agir sur l'environnement, on va avoir un contrôle et on peut arriver au contrôle. Et puis, bien sûr, un asthme non contrôlé, ça m'a bien de le dire tout à l'heure, il faudra savoir augmenter la charge thérapeutique. Importe peu, le GINA, celui-là, il est de 2018, mais importe peu, c'est l'idée générale que je vous transmets par cette plaque en vous disant que quand on n'arrive pas à contrôler par des faibles doses de corticoïdes inhalés, on va essayer de rajouter un autre traitement tels que les bêta-2 longue durée d'action ou les anti-leucotriènes. Et on va en augmentant progressivement la charge thérapeutique pour ne pas aboutir à la dernière étape, l'étape 5, où c'est là, l'étape 4 et 5 sont les asthmes les plus sévères. Et voilà. Donc, les asthmes les plus sévères. Maintenant, on a une définition pédiatrique, je vais vous en parler. Donc, quand on a un asthme non contrôlé, on suit les recommandations GINA, et puis on peut également regarder les phénotypes pour plutôt préférer les bêta-2 longue durée d'action ou bien les anti-leucotriènes selon le phénotype, pourquoi pas. Et puis, donc, en modifiant le traitement de fond, on arrive à généralement aboutir aussi au contrôle. Si c'est ça, le problème essentiel que pose l'enfant parce qu'on n'a pas abouti au contrôle. Alors, quand on a un contrôle qui n'est pas, ça peut être aussi un contrôle qui n'arrive pas à être tout à fait parfait, mais on voit l'amélioration et donc on peut retenir qu'il s'agit d'asthme et que le contrôle est certes difficile avec une charge thérapeutique lourde, mais quand même, on est arrivé à avoir un contrôle. Maintenant, on arrive à une deuxième rubrique, c'est l'asthme non contrôlé, mais impossible à contrôler. Alors, cet asthme-là, c'est peut-être un autre diagnostic. Il faudrait se poser la question, est-ce qu'on n'est pas devant un faux asthme? Donc, il s'agit peut-être d'une autre pathologie. Et on va essayer de voir par les antécédents de la famille, l'histoire clinique de l'enfant,
l'examen clinique pour voir est-ce qu'il y a un retentissement sur la croissance, est-ce qu'il y a une hypocratisme digital, est-ce qu'on a des signes d'inquiétude au niveau de l'examen clinique, de la radio de thorax avec les anomalies, et puis on va aller sur les différentes étiologies qui peuvent mimer l'asthme parce qu'ils sont sifflants, mais généralement, ils ne sont pas réversibles. Et ça peut toucher, l'obstruction peut toucher les voies aériennes du larynx vers la trachée, vers les petites bronches. Et on a les diverses maladies qui sont connues, qu'elles soient malformatives ou génétiques, telles que la mucoviscidose ou la dyskinésie ciliaire primitive. Alors, bien sûr, pour étayer tous ces diagnostics-là, il faudra savoir faire des examens complémentaires et hiérarchiser ces examens-là. Les plus faciles à faire, on va les faire en priorité. Et puis, également, selon notre inquiétude, on peut être amené à faire certains examens avant d'autres. Mais la liste des examens complémentaires est mise ici, dans cette diapositive. Alors, l'asthme non contrôlé incontrôlable, ça passe par les examens complémentaires pour étayer notre diagnostic parce qu'il peut ne pas s'agir d'asthme. Alors, j'aboutis à la dernière rubrique et c'est celle-là en fait qui nous intéresse le plus quand on parle d'asthme sévère. C'est l'asthme non contrôlé, mais impossible à contrôler. C'est l'asthme dit sévère qui est résistant au traitement. Et actuellement, depuis 2011, on a une définition pédiatrique. Ce sont des asthmes qu'on n'arrive pas à contrôler avec des fortes doses de corticostéroïdes inhalés, notamment budesonide à 800 microgrammes ou beclométasone à 1000 microgrammes, associés au bêta-2 longue durée d'action, associés aux antileucotriennes. Donc, les étapes 4 du GINA. Donc, on n'arrive pas, 4 ou 5, et on n'arrive pas du tout à les contrôler malgré cette charge thérapeutique importante. Donc, la définition repose sur cet élément-là associé à un autre critère, les symptômes chroniques, plus de 3 par semaine, plus de 3 par mois, qui impactent la qualité de vie des enfants, les exacerbations dans l'année, qui amènent aux urgences, à l'hospitalisation en unité de soins intensifs, ou qui reçoivent les corticoïdes par voie générale, ou bien associés à une obstruction fonctionnelle respiratoire qui est fixée, ou bien traitement par corticoïde général. Donc, vous voyez que la définition pédiatrique repose sur la pression thérapeutique et un autre des critères que je vous ai cités. L'asthme sévère, heureusement, il est rare. Et donc, quand on voit les âges pédiatriques, on voit que la prévalence est environ de 10% dans cette étude en France. Cependant, en Tunisie, on pense que l'asthme sévère, à proprement parler, est plus rare que cela. Et donc, dans une cohorte néonatale évaluée à 10 ans, on voit que l'asthme mal contrôlé avec des doses importantes de budesonide, 800 microgrammes, la prévalence est faible, elle est de 4,5%. Et que dans cette étude-là, EGEA, 2% d'enfants ont un VMS inférieur à 60% avec une obstruction dite fixée. Donc, vous voyez que les proportions d'asthme sévère n'est pas très importante et heureusement pour nous. Alors justement, Salma vous en a parlé tout à l'heure et je vais encore vous rabâcher avec ça. Alors si on a un asthme sévère, il faudra voir quel est son phénotype pour voir est-ce que c'est un phénotype qui est exacerbateur. C'est des enfants qui vont vous faire des exacerbations qui les amènent à être hospitalisés ou aller en réanimation. Alors que tout le temps, par ailleurs, ils ne sont pas mauvais, ils ont un bon contrôle. Il y a également le type de l'inflammation, parce que éosinophilique ou à polynucléaire neutrophile, parce que le traitement n'est pas le même. Et
et j'arrive au traitement, il y a des répondeurs aux corticoïdes et il y a ceux qui ne répondent pas aux corticoïdes et qui peuvent être traités par des antileucotriennes ou autres thérapeutiques telles que l'azithromycine. Alors, quand on a essayé de voir dans cette étude de Jocelyne Juste, publiée en 2012, sur le profil de ces asthmes sévères, il y avait ces deux asthmes-là qui étaient les plus sévères. Alors, l'asthme obstructif sévère avec obstruction, aux EFR bien sûr, ils ont un âge plus élevé que les autres. Ils ont une IMC qui est également plus élevée. Ils ont une inflammation neutrophilique et ils ont moins de sensibilisation aux plumes allergènes. Par contre, leur VMS est plus altéré que ceux qui sont allergiques. Et puis, il y a ces asthmes-là qui sont exacerbateurs, polysensibilisés et qui ont un âge plus jeune, qui ont une inflammation de type éosinophilique et qui ont une sensibilisation aux plumes allergènes ou trophallergènes également. Et ils ont par contre un meilleur VMS. Le phénotype allergique, tout le monde s'accorde à dire, pour schématiser les choses, c'est que c'est le phénotype de l'asthme sévère. C'est le phénotype prépondérant de l'asthme sévère. Et on note particulièrement des sensibilisations à certains allergènes tels que la moisissure de l'extérieur, à savoir l'intermaria, ou les blattes. On note également un profil de polysensibilisation chez ces enfants-là, qui peuvent avoir aussi une dermatite atopique et une sensibilisation alimentaire. Le phénotype obstructif maintenant, qui ont une altération de leur VMS, ils ne sont pas nécessairement présents, cette obstruction n'est pas forcément présente dans l'asthme sévère. Mais bien sûr, ce critère pourrait être là. Et effectivement, on peut avoir un rapport de Tifno inférieur à 80%, voire de 70%. Une amputation aussi bien des débuts que des volumes, avec une augmentation de la capacité résiduelle fonctionnelle et du volume résiduel. On note aussi fréquemment une augmentation du rapport volume résiduel sur capacité pulmonaire totale, supérieure à 20%. Alors, donc, le phénotype obstructif, justement ce que je voulais dire et pas oublier, c'est que quand on a une obstruction fixée, ça nous rappelle la BPCO. Et justement, il y a ces deux pathologies sont un peu borderline dans les asthmes sévères avec un syndrome obstructif fixé. On se demande est-ce que ce n'est pas de la BPCO qui a débuté dans l'enfance, effectivement. Dans l'étude Ténor, on a analysé l'exploration fonctionnelle respiratoire des enfants qui ont un asthme sévère et on a vu qu'il y avait une altération progressive de la fonction respiratoire avec une non-réponse d'abord au bêta-2, mais même aux corticoïdes, définissant ainsi l'obstruction qui est fixée dans les formes sévères d'asthme. Dans l'étude SARP, on a vu qu'il y avait également une importance de la réactivité bronchique et qui est concomitante au remodelage bronchique avec hyperplasie du muscle lisse. Dans la cohorte de Camp, on a mis en évidence qu'il y avait un déclin de la fonction respiratoire avec une perte de 1% par an du VMS post-bêta-2 dans certains groupes qui vont évoluer, qui n'ont pas au départ forcément un asthme et qui vont évoluer par contre vers un asthme sévère. Et quand on a voulu essayer de voir le profil de ces enfants, on a vu qu'ils étaient plus jeunes, ont des performances fonctionnelles initiales plus élevées et qui commençaient à les perdre, donc plus de 100% de performance ventilatoire et progressivement, ils vont en perdre. Ils ont un profil inflammatoire de type éosinophilique et ces enfants gardent une hyperactivité bronchique malgré un traitement bien conduit de fond.
Maintenant, on va parler, une fois on a quitté l'obstruction, on va parler du type d'inflammation. Et le NO exhalé est fortement corrélé à l'inflammation de type éosinophilique. Quand on met les enfants sous corticoïdes inhalés, on va voir la fraction exhalée de NO qui va baisser. Donc, l'inflammation de type éosinophilique, c'est elle qui est la plus corrélée à l'asthme sévère. Et quand on a fait des biopsies, donc les lavages broncho-alvéolaires dans les asthmes sévères, on a vu qu'il y avait l'identification de l'éosinophilie. Également, quand on a fait les biopsies, on a vu qu'il y avait un remodelage avec une hypertrophie du muscle plus importante dans les formes sévères de l'asthme. Donc, l'inflammation de type éosinophilique, le caractère allergique de l'asthme, ce sont ceux-là, le phénotype de l'asthme le plus sévère chez l'enfant. Maintenant, les asthmes neutrophiliques existent, on n'en parle pas beaucoup, mais ils nous embêtent, non pas peut-être par leur sévérité, à proprement parler, mais par leur résistance aux corticoïdes. Et donc, les identifier par le lavage ou bien en mettant en route un traitement spécifique avec une réponse favorable pourrait nous les faire identifier. C'est généralement des jeunes enfants qui peuvent être viro-induits et sont souvent des filles. Alors, il y a aussi certains enfants qui ont un terrain humain particulier et qui vont avoir une anomalie au récepteur des virus. Comme je vous ai dit, les exacerbations sont souvent déclenchées par les virus et certains enfants ont des anomalies des récepteurs de la réponse au virus et qui vont faire que ces enfants vont faire des asthmes sévères, des exacerbations sévères. Et aussi, ces enfants peuvent avoir une inflammation de type particulier, peut-être neutrophilique ou autre, et il va y avoir des phénomènes de remodelage et une perturbation de la fonction respiratoire. Il y a également une prédisposition génétique à faire des formes sévères d'asthme. Ce sont les gènes qui codent pour les récepteurs de l'IL4, TNF également. Mais également d'autres facteurs ont été impliqués, tels que les métalloprotéases. Donc, on étudie également le profil génétique de ces patients. Mais là, au moins, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, l'asthme de contrôle difficile qu'on n'arrive pas à contrôler, on doit identifier, mais c'est de l'asthme, bien sûr, et ce n'est pas notre diagnostic, on doit identifier le phénotype. Est-ce qu'il est de type allergique, obstructif, quel type d'inflammation pour pouvoir proposer, notamment les biothérapies dont a parlé Salma tout à l'heure. Donc, voici la réaction allergique avec un profil Th2 prédominant et qui amène à la synthèse de cellules inflammatoires de type éosinophile, basophile, mastocyte, et il va y avoir la réaction immunologique qui peut se passer. Là, on voit les neutrophiles qui sont également impliqués. Et puis, la seconde plaque va vous montrer où est-ce qu'on en est au niveau des biothérapies et où est-ce qu'elles peuvent agir. Donc, vous voyez là, c'est l'omalizumab dont a parlé Salma tout à l'heure, le Xolair. Il agit à ce niveau-là. Il y a les anti-IL4 et les anti-IL5. Donc, vous voyez où ils peuvent agir pour bloquer la synthèse des éosinophiles. Et également, il y a l'IL-17 qui agit sur les asthmes plutôt neutrophiliques. Et donc, vous voyez que certains médicaments sont en train d'être donnés aux enfants, mais il y en a d'autres qui sont à l'étude ou concernent essentiellement l'adulte. Mais c'est des thérapeutiques d'avenir. Alors, un mot sur l'omalizumab, le Xolair dont a parlé Selma tout à l'heure. C'est des enfants qui ont un profil allergique. C'est des enfants qui ont un asthme sévère, comme défini tout à l'heure, qu'on n'arrive pas à contrôler avec des fortes doses de
corticoïdes inhalés associés au bêta de longue durée d'action et qui sont très gênés et qui exacerbent et qui sont allergiques. Donc, il faut mettre en évidence l'allergie pour donner le Xolair. On fera bien sûr le dosage des IgE et les injections sont faites en sous-cutané tous les 2 à 4 semaines. Alors, on a réussi chez ces enfants qui ont un asthme sévère à avoir un meilleur contrôle. Donc, vous voyez, en vert, au départ, au début de l'étude, il n'y avait pas du tout de contrôle. Et qu'on voit que le contrôle s'améliore au fil des semaines. Et donc, vous voyez, regardez le contrôle qu'on a obtenu, 67%. Donc ça, c'est une étude française qui a été publiée en 2013 et c'est les plaques de Childre que je vous présente. Alors, il y a moins d'exacerbation également tomalizumab et de façon significative, de même que moins d'hospitalisation et une diminution nette des corticoïdes inhalés de façon significative. Bien sûr, les corticoïdes oraux, s'ils ont été instaurés, ils ont été stoppés. Il y a d'autres biothérapies, les anti-IL-13, IL-4, IL-5. L'omalizumab peut être proposé aux enfants à partir de l'âge de 6 ans. Vous voyez, au départ, on a commencé à 12 ans et puis là, on peut les donner à partir de 6 ans. Ils sont disponibles en Tunisie, mais cependant, l'AMM n'est qu'à 12 ans. Donc, après, je vais vous parler des macrolides. Alors, la place des macrolides, c'est essentiellement des asthmes qui ne sont pas viro-induits et qui ne sont pas allergiques. Donc, voilà une condition pour essayer les macrolides. Donc, généralement, on escalade les thérapeutiques de l'asthme et puis on voit qu'ils répondent pas très bien aux corticoïdes inhalés associés au bêta-2 longue durée d'action, qui ne répondent pas du tout aux antileucotriennes et on les met sous macrolide et bien sûr, là, ils s'améliorent franchement. En tout cas, dans cette étude que je vous rapporte là, ils ont vu essentiellement l'amélioration sur la qualité de vie de ces enfants, essentiellement. La thermoplastie, c'est une technique qui est plus préférée chez les Américains, qui vont faire, ils vont délivrer une énergie thermique électrique contrôlée afin de diminuer la masse du muscle lisse bronchique et donc élargir la bronche. Et ils font ça sur plusieurs séances. Chaque fois, ils utilisent cette séance sur quelques centimètres, tous les 5 millimètres, pardon. Et ils vont ainsi progressivement. Mais les résultats, ils sont là, ils sont absolument intéressants avec une nette diminution des corticoïdes inhalés, quelques effets secondaires, avec la possibilité d'avoir une hémoptysie, une atelectasie. Mais en tout cas, ils ont amélioré, les exacerbations ont diminué et le VMS est resté stable. Voilà. Donc, pour conclure, on dispose aujourd'hui d'une définition précise de l'asthme sévère de l'enfant qui différencie clairement l'asthme difficile à traiter de l'asthme sévère par authentique résistance au traitement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, le diagnostic d'asthme sévère relève d'une démarche diagnostique rigoureuse qui passe par des examens complémentaires et la précision de la nature de l'inflammation, soit par le lavage, soit par la biopsie, ou les deux, et s'orienter vers éventuellement les nouvelles stratégies thérapeutiques basées sur la biothérapie. Alors, pour terminer, voici comment on procède dans un asthme de contrôle difficile. Est-ce que notre asthme est contrôlable quand on agit sur l'observance, la comorbidité et l'environnement, ou bien en augmentant la charge thérapeutique? Donc là, on est très confortable par rapport à notre asthme et c'est les cas les plus fréquents
Oui, on a les asthmes non contrôlés, impossibles à contrôler parce qu'il s'agit d'un autre diagnostic. Et aussi, là, il n'y a pas de honte à remettre le diagnostic et à se dire, bon, c'est pas de l'asthme. Et on arrive au dernier cas où on n'arrive pas à contrôler, mais on doit identifier les phénotypes et peut-être instaurer les biothérapies. Voilà, j'ai terminé. J'espère que je n'ai pas été très lourde. Je vous écoute.